Alors, je vais donc en effet vous présenter pendant un certain temps ce travail, cette recherche que j'ai commencé donc depuis plusieurs années sur Jérusalem, avec un livre qui vient de paraître, la topographie donc de la Jérusalem antique, et donc du deuxième siècle au deuxième siècle avant, deuxième siècle après. Donc c'est un sujet qui s'est imposé suite à des questionnements sur la datation du l'arc de Lecce Homo, cet arc que donc selon la doxa habituelle qui est daté du deuxième siècle d'Adrien, et en lisant donc des articles, eh bien j'ai vu que l'avis n'était pas unanime et que les objections faites pour rendre plus ancien cet arc n'étaient pas si mauvaises et valait le coup d'être scruté. Et en scrutant donc ces raisons, eh bien je me suis aperçu que en fait, il y avait plein de choses qui en découlaient et qu'on pouvait donc avoir une nouvelle vision du développement du nord de Jérusalem et de Jérusalem dans son ensemble. Donc, en fait, je vais commencer tout de suite, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, ou on a suffisamment de temps, mais enfin bon, je vais essayer d'être court parce que c'est un sujet très vaste. Et donc l'approche qui a été la mienne dans un deuxième temps, parce qu'il y a à la fois de la topographie historique, l'art de l'arpentage antique et à la fois aussi de l'archéologie, ça s'est mêlé parce que donc justement, je viens de vous dire, l'arc de Lecce Homo, s'il n'est pas du deuxième siècle, ça veut dire que à ce moment-là, il n'est pas un arc triomphal. S'il n'est pas un arc triomphal, qu'est-il? Eh bien, ça veut dire qu'il est une porte sans doute urbaine de la ville. Et si c'est une porte urbaine de la ville, ça veut dire qu'il y avait un mur de la ville qui passait à côté. Et si donc il y a un mur, quel est ce mur? Parce que donc jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de mur qui passait exactement à cet endroit-là. Bref, tout ça fait que il y avait donc des bonnes raisons de à la fois étudier l'archéologie de certains endroits, de certains sites, tout en étudiant aussi donc la topographie. Et ce qui m'a valu donc de scruter aussi, de rechercher les meilleurs réseaux viaires qu'on puisse se trouver. Donc, vous voyez devant vous, là, sur l'écran, vous avez donc la représentation donc à droite de la carte chic et à gauche le réseau viaire qui est tiré de cette carte, qui est l'une des cartes les plus précises du début du XXe siècle, époque où certaines transformations du XXe siècle n'avaient pas encore eu lieu. Et donc, c'est pour moi donc quelque chose qui était utile et précieux d'essayer de retrouver le plus vieux réseau viaire pour essayer d'en tirer les informations les plus importantes. Alors, donc, ma démarche est aussi donc de s'inscrire dans le mode de raisonnement initié par Jean Sauvaget, qui a travaillé sur la ville de Damas en son temps, et aussi dans les travaux tout à fait Bon de week-end. Fabre et Choucair qui, d'une manière Alors, beaucoup bonne plus vacances. récente, ont travaillé. Il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro là. Voilà, alors donc en fait, je me suis intéressé. Voilà, je vous montre le réseau nord de la ville. Et donc en rouge, les rues existantes et en bleu, donc quelques rues restituées. Et vous voyez que déjà au centre apparaît une structure, donc une patte de doigt avec donc un trident, si on suit les mots anglais. Et à droite ici, donc à côté de ce trait que j'ai arbitrairement tiré, mais qui n'est pas si arbitraire que ça comme on va le voir, un réseau qui est rectangulaire. Donc, vous voyez déjà deux structures différentes et d'une manière assez inhabituelle parce que donc, si on essaie de se replonger dans l'histoire de l'archéologie de Jérusalem en se basant aussi sur les écrits de Flavius Joseph, donc là, j'ai représenté sur cette diapositive
les trois murs classiquement donc étudiés, représentés, acceptés par la plupart des archéologues. Donc le premier mur, hein, donc tout ça, on trouve des traces, si vous ne connaissez pas Flavius Josèphe, mais on trouve des traces dans Flavius Josèphe. Le premier mur au sud qui entoure la ville haute, donc j'espère que vous voyez ma souris, qui est donc en bas de la diapositive. Le deuxième mur, alors j'ai représenté sur ce schéma justement un certain nombre de tracés qui étaient discutés, donc il y en a qui sont largement abandonnés, notamment celui de Murphy O'Connor, et puis après donc le deuxième mur qui monte jusqu'à l'actuelle porte de Damas qui est ici, et selon la doxa qui est donc communément acceptée, a priori, en écoutant Flavius Josèphe qui dit que le deuxième mur va jusqu'à la forteresse Antonia, jusqu'à la tour Antonia, eh bien, les gens faisaient aller le deuxième mur jusqu'à la tour orientale de la tour Antonia, enfin de l'Antonia, chose justement sur laquelle je reviens et je propose justement donc une vision qui n'est plus celle-là, avec une ligne droite qui va non pas à la tour haute orientale de l'Antonia, mais la tour occidentale de l'Antonia. Et ça, donc, c'est pour des raisons qui sont, comment dire, très pratiques, au sens où d'abord, ça explique l'orientation de la piscine d'Ustrution. Alors là aussi, c'est aussi un débat. Ceux qui connaissent Jérusalem, cette piscine d'Ustrution, qui est cette piscine qui est collée contre l'ancienne tour de l'Antonia, eh bien, cette piscine, pour la plupart, date de l'époque hérodienne. Mais vous savez bien qu'une piscine qui est creusée dans la roche, c'est très difficilement datable. Et donc, moi, je suggère que cette piscine date au contraire de l'époque où l'abaris Antonia, donc là aussi j'introduis un autre facteur qui est que le fait qu'avant que l'Antonia s'appelle Antonia, elle s'appelait Baris, et l'abaris, selon Flavius Josèphe, c'est le palais dynastique des Asmonéens construit par Jean Hircan. Alors il y a aussi une petite discussion entre spécialistes pour savoir si l'Antonia est exactement à l'emplacement de l'abaris. Moi je tiens que c'est le même monument, c'est-à-dire qu'il y a des appuis dans Flavius Josèphe, à mon avis. Et ensuite, quand on étudie la topographie, le fait que l'Antonia est construit sur une colline, il n'y a aucune raison que l'abaris n'ait pas été construit sur la même colline, qui était un lieu donc stratégique. Et bref, donc ça veut dire que si l'abaris est à cet endroit-là depuis très longtemps, il n'y a aucune raison que l'abaris n'ait pas eu sa propre réserve d'eau. Quand on connaît un peu Jérusalem et son mode de fonctionnement avec l'eau de l'hiver qui sert pendant l'été, il est indispensable qu'un palais dynastique puisse avoir sa propre réserve d'eau à proximité. Et donc, en fait, le mur qui est là expliquerait donc l'orientation ou vice-versa, c'est-à-dire que la piscine aurait été construite contre le deuxième mur et rejoindrait donc l'Antonia, ou l'abaris, sur le côté oriental de l'abaris. Et donc l'avantage, c'est que donc ça se justifie, et en plus, quand on a un palais dynastique, a priori, il est plutôt, et qui avec des hautes tours, il est plutôt fait pour protéger un mur que l'inverse. C'est-à-dire qu'un mur qui protège une forteresse, ça peut exister, mais c'est pas forcément le côté le plus logique. Donc voilà, donc en fait, vous avez ici cette représentation du deuxième mur que je soutiens et qui, à mon avis, en plus, explique au mieux justement le côté pas de doigt d'un côté qui était à l'ouest et le côté rectangulaire donc à l'est, parce que donc le deuxième mur ainsi tracé, finalement découpe la ville en deux quartiers parfaitement autonomes et parfaitement réalistes sur le plan de la discussion. Alors là, j'avance dans ma diapositive pour vous montrer donc les fouilles qui ont été réalisées donc au XXe siècle par Hamilton pour la porte de Damas. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc il y a donc de la maçonnerie hérodienne, des assises qui attestent qu'avant la porte actuelle, donc qui est sans doute romaine ou porte sans doute peut-être d'Aelia Capitolina, mais donc c'est difficile aussi à dater, même s'il y a des inscriptions, mais elle peut avoir été remaniée. En tout cas, ça atteste qu'il y a depuis très longtemps une porte à cet endroit-là, et sachant que si on regarde donc la diapositive,
il y a donc toutes les raisons, c'est éminemment raisonnable sur le plan stratégique d'avoir placé une porte ici parce qu'il y a une cluse, il y a une petite vallée et là c'est un endroit où la vallée s'élargit tout en s'aplatissant et donc en fait mettre un mur, mettre une porte à cet endroit-là est tout à fait logique, sachant qu'après ici il y a une escarpe rocheuse, une colline, la colline du Betzeta, et que c'est du haut de cette colline du Betzeta que le mur va plonger vers le sud. Voilà, et donc en fait ici, on voit l'endroit où le mur plonge. Là, on est à l'extérieur de la ville, au nord de la ville. On voit les ponts rocheux et c'est à cet emplacement donc que le mur va filer vers le sud. Et c'est d'autant plus judicieux, à mon avis, qu'il y a donc, comme vous le voyez sur la diapositive, un effondrement karstique qui est juste donc à l'est de cet éperon rocheux. Là, donc on voit la photo est vue du nord. Et que donc cet effondrement karstique, qui est donc antérieur à l'époque historique, était tout à fait idéal pour faire une sorte de fossé au deuxième mur, hein, qui courait sur la croupe de la colline du Bethesda. Voilà, donc là, tout ça pour vous justifier un peu le tracé de mon deuxième mur et donc finalement justifier l'empreinte du réseauvière que je vais tirer donc du réseauvière actuel. Hein. C'est le principe est que dans un réseauvière, il reste toujours a priori une certaine trace du réseauvière fossile qui date de la fondation du quartier. Le tout étant justement de mesurer dans quelle mesure on peut se tromper évidemment, mais donc voilà. Alors, ce qui ressort, et ça c'est donc nouveau, c'est le fait qu'il y ait une patte doigt avec donc des angles qui sont parfaitement égaux et avec une rue centrale qui est parfaitement centrée sur l'actuel port de Damas, mais donc sur la porte antérieure, et donc avec ici 3 rues hein, qui sont donc symétriques, enfin 2 rues qui est symétrique par rapport à la rue centrale et avec une rue centrale qui, comme vous pouvez le voir, on l'utilisera davantage tout à l'heure, sans cette bifurcation qui est donc à mon avis plus tardive, date d'Hérode, eh bien va pile sur l'esplanade du temple pré-hérodien, donc hasmonéen. Là, vous voyez, le carré qui est ici, ou c'est presque un carré parce que, bon, je n'entre pas dans le détail, ça serait trop long, mais en tout cas, c'est a priori ce que la majorité des archéologues aujourd'hui admet comme le témenos ou l'esplanade du temple pré-hérodien. Et donc, vous voyez la rue centrale qui va vers donc ce temple. Ici, une rue qui va vers l'est, on va voir vers où elle va tout à l'heure, mais qui va dans la direction du palais dynastique hasmonéen. Et ici, une rue qui va finalement vers la ville haute et vers cet endroit, donc au sud, qui était aussi la porte a priori historique du nord de l'enceinte première, du premier mur. Donc, une forte logique tout à fait rationnelle d'organisation d'espaces urbains, sachant que la rue centrale ici court dans une vallée. Alors, donc d'où le fait que je sors donc ce réseauvière, donc je restitue ce réseauvière, celui qui est à droite. Alors, évidemment, hein, ceux qui connaissent un peu Jérusalem et donc l'histoire de Jérusalem connaissent l'inévitable carte de Madaba, qui est donc de la fin du 6e, donc attention à tous les anachronismes qu'il ne faut pas faire, puisque là, donc pour l'instant, a priori, je suis avant Jésus-Christ, mais là, donc la fin du 6e siècle. Et donc, évidemment, ceux qui connaissent bien cette carte de Jérusalem, la plus ancienne, savent qu'il n'y a que 2 rues représentées. Et donc, avec pas question d'une 3e rue. Et je pense justement que le mosaïste de Madaba n'a pas représenté la 3e rue et on en a un indice du fait qu'ici, il y a un petit arc triomphal sur ce qui est pour moi la rue centrale. Hein, donc évidemment, là, il y a une rue qui va vers l'est, mais donc un arc triomphal qui n'existe pas alors que, donc, à l'époque byzantine, ça, c'était le Cardo Maximus, la rue principale sur les bords desquels se trouvaient les 2 principales églises de Jérusalem,
Voilà. Donc évidemment, c'est pas une preuve, mais ça vous atteste que la carte de Madaba en dit plus et que chacun sait que la carte de Madaba, tout en étant assez réaliste et en ayant des informations très intéressantes, reste schématique et que la visée du mosaïste était surtout de représenter une Jérusalem chrétienne sans forcément rester dans un réalisme absolu quant au réseauviaire. Voilà, donc en fait, si on entre un peu plus dans le détail de cette structure, eh bien ici, nous pouvons voir que les angles sont donc de l'ordre de 36,11 degrés, donc c'est tout à fait égaux. Alors vous allez me dire, oui, mais cette rue-là, en fait, elle sinue autour de l'axe. En effet, c'est la rue de l'Est est la rue la plus, comment dire, la plus difficilement restituable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, à mon avis, elle n'a jamais été restituée. Mais en fait, si vous allez voir un peu dans cette rue, qui est une rue très peu connue, hein, comme le montre la photo de droite, eh bien, vous voyez que c'est une rue très large, aussi large que les autres rues. Et là, je présente l'endroit qui est sous la flèche, donc c'est la première partie. La rue est aussi large, 7 mètres de large. Alors, hein, quand on sait l'incurie des instances municipales de Jérusalem qui, dès l'époque byzantine, ont fait que l'espace public a été occupé par des marchands qui se sont petit à petit ou d'autres personnes privatisé l'espace public, eh bien, quand il reste un grand espace public, ça signifie qu'en fait, il y a des bonnes chances que ça signifie que dès l'origine, il y avait un grand espace à cet endroit-là. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des vestiges dans la ville de l'importance de cette troisième rue, qui est pour moi une rue oubliée. Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire que la rue est oubliée. Et quand on regarde la carte de Madaba, si j'y reviens, eh bien, on peut même douter que la troisième rue ait été mise en colonne comme représente la carte de Madaba. Et en effet, peut-être qu'elle a été mise en colonne qu'au début par un esprit de symétrie, mais selon moi, c'est une rue oubliée. C'est très intéressant. Ça vous montre que à l'époque romaine ou à l'époque byzantine, finalement, l'importance de la troisième rue était partie, n'était plus la même. Et je pense qu'on peut trouver des bonnes raisons de voir le déclin, de trouver le déclin de cette rue dans la politique hérodienne, qui justement, donc Hérode, changeant d'emplacement de son palais, donc, selon moi, le premier palais hérodien à Jérusalem, c'est l'Abaris, qu'il rebaptise immédiatement Antonia. Et donc, vous savez qu'au bout d'un certain temps, dans son règne, il va habiter à l'autre bout de la ville. Et dès lors, donc, la troisième rue, qui était une rue importante pour aller en direction du palais, va perdre de son importance et finalement devenir une rue secondaire, et ce qui peut expliquer qu'à l'époque byzantine, ou en tout cas romaine, pardonnez-moi, eh bien cette rue n'ait pas été mise en colonne comme les deux autres. Voilà. Alors on aura l'occasion de revenir sur cette question-là, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que en fait, quand vous prenez la patte d'oie qui est ici avec ses angles, si vous prolongez la rue de l'Est, eh bien la rue de l'Est finit par arriver sur le mont des Oliviers. Et à un endroit qui est donc tout à fait intéressant, qui est donc aujourd'hui à côté du Carmel du Pater, pour ceux qui connaissent, sur la petite place, donc à un endroit qui est l'emplacement dominant. C'est-à-dire que de cet emplacement, on voit la vue, on voit la vallée du Cédron, on est au bord. Et si vous prenez ce point, eh bien vous pouvez tracer, donc comme vous le montre le schéma, une perpendiculaire par rapport donc à l'axe donc ED. Et donc là, vous allez voir que le dôme de la Roche, qui est ici, tient une place tout à fait étonnante dans cette structure, dans ces alignements, puisque donc il y a une intersection et que finalement, il est placé au tiers de la distance totale. Donc, c'est-à-dire que la distance CB est le tiers de la distance CA. Et le point C est aux 3/4 de la distance entre A et D et E. Voilà. Alors, évidemment, hein, on peut dire que c'est sur le compte du hasard, mais pour moi, je pense que c'est trop… j'ai du mal quand même à mettre ça sur le compte du hasard. Et donc, qu'était-il du point B? Je dois vous dire tout de suite, ce n'est pas l'objet de ma recherche. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu entrer dans ce débat qui est largement débattu par d'autres personnes et d'ailleurs plus compétentes que moi.
C'est un lieu emblématique puisque c'est l'endroit où la roche affleure, hein, d'où le fait que l'on dise le dôme de la roche. Donc, dans ce coin du monde, la roche affleure, il y a toujours un endroit de culte. Hein. C'est quelque chose, hein, on peut aller au Mont Garizim, on peut aller ailleurs. Le fait que la roche soit présente, c'est un endroit qui rend assez spontanément le lieu sacré. Donc, quoi qu'il en soit, donc peut-être le Saint des Saints, peut-être le lieu de l'autel, enfin bref, j'entre pas dans le détail. C'est pas mon souci, mais toujours est-il qu'il tient une place particulière dans donc le dessin de ce quartier. Et donc là, je vous donne sur ce schéma donc les distances et qui sont en coudées royales. Donc pour l'instant, je ne vous en ai pas encore parlé, mais entre la distance entre E et D, on a 1000 coudées royales, hein, 0,524 mètres, donc 52,4 cm. Donc on arrive à des chiffres qui sont donc tout à fait intéressants et qui donc montrent qu'il y a eu un arpentage basé sur donc la coudée royale. Voilà. Et donc, alors évidemment, coudée royale ne prouve rien, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des choses qui vont dans un certain sens, c'est-à-dire que le palais dynastique, la Baris, le palais dynastique hasmonéen, eh bien, il a été construit par Jean Hircan. À l'époque de Jean Hircan, on utilisait la coudée royale, ça c'est certain. Enfin, on peut trouver des sites archéologiques donc, où la coudée royale est utilisée à cette époque-là. À l'époque d'Hérode, c'est le pied romain qui commence à être utilisé. En tout cas, il y a des endroits où le pied romain est utilisé par Hérode. Et donc, en fait, c'est ce qui m'a fait pencher, inciter à dire, ben, finalement, le quartier, cette structure, donc en pas de doigt, centrée sur le temple, pré-hérodien, avec un deuxième mur qui relie donc la Baris au reste de la ville, bah, finalement, il y a une certaine logique de le considérer comme datant des Hasmonéens. Ici, je vous ai mis à gauche la vision de Dan Baat, hein, donc de cette époque-là, donc dans son livre fameux sur Jérusalem. Eh bien, vous voyez que la Baris, ici, à gauche, donc, est, alors on ne va pas dire comme le Mont Saint-Michel au milieu de Sabès, mais enfin presque, hein, séparé du reste de la ville. Alors, c'est le palais dynastique hasmonéen qui n'est pas relié à la ville. Enfin, ça ne me semble pas du tout judicieux sur le plan politique. Donc même problématique à justifier auprès de la population, le roi qui s'enferme ou le grand prêtre qui s'enferme dans sa petite structure, loin de ceux qui l'administrent. Bref, moi je préfère largement avoir donc cette structure du deuxième mur qui va rattacher la Baris à la ville et qui donc permet d'avoir une vision tout à fait classique des choses, sachant qu'en plus, comme vous savez sans doute, Flavius Joseph, donc en fait, dit que Jean Hircan eut tout l'argent nécessaire après une période très critique, hein, dans le tout début de son grand pontificat, eh bien, eut une période tout à fait positive au moment où il y a eu donc une usurpation du trône séleucide et qui lui a valu de pouvoir récolter suffisamment d'argent, de reconstruire les murs de Jérusalem, de construire la Baris et pour moi, de construire aussi ce deuxième mur. Alors, je vais rapidement, parce que sinon, on ne va pas pouvoir tout voir, mais pour l'instant, je vous ai parlé donc de la rue, des trois rues donc en pas de doigt, mais si on s'approche de la porte de Damas, donc ce que je vais appeler la place de la porte de Damas, eh bien, je prétends qu'on peut y retrouver dans aujourd'hui les vestiges donc même de la ville, une place semi-ellipsoïdale, donc dont vous voyez par exemple ici, vous voyez c'est assez flagrant, même si la photo n'est pas très bonne, eh bien vous avez les maisons ici qui suivent l'arc de cercle, enfin c'est pas tout à fait, enfin en tout cas la forme ellipsoïdale qui est ici présente, hein, donc avec les trois rues qui se remplacent, donc c'est pour ça que j'ai mis la photo à droite, mais c'est pas très significatif, à l'aplomb de cette porte bleu. Alors, on n'a jamais pu faire des fouilles à cet endroit-là parce que la maison existe et que donc les autorités locales n'ont jamais pu faire de fouilles. Donc, évidemment, il faudrait vérifier ce que j'avance par des fouilles.
mais le fait qu'il n'y ait pas eu de lieu de fouille à cet endroit-là permet de penser encore que c'est possible. Et donc, en fait, on en arrive à la structure d'une place semi-ellipsoïdale avec aussi des dimensions en coudées royales qui sont rondes. Hein, vous voyez, entre 50 et 100 coudées royales. Évidemment, donc, il y a ici l'arithmétique, enfin, les dimensions de l'ellipse. Ce qui, pour moi, donc, évidemment, m'a posé question. Est-ce que la science de l'ellipse au IIe siècle était suffisamment développée pour qu'on puisse faire ça de cette manière-là? Alexandrie, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que même si l'arithmétique de l'ellipse n'est pas développée, on sait construire des ellipses donc d'une manière très concrète, avec deux piquets, une corde, etc., et que c'était tout à fait la science de l'ellipse, donc à date du IIIe siècle, 4e siècle avant à Alexandrie, avec un traité qui était parfaitement, dépassait tous ceux qui précédaient. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors, en plus, vous pouvez voir à droite les endroits qui ne sont pas construits hein, sur la demi-ellipse en question, et le fait que au nord, enfin à l'est ou à l'ouest de la porte de Damas, donc ça c'est la porte de Damas, nous voyons du nord, eh bien les remparts encore aujourd'hui sont parfaitement horizontaux. Alors évidemment les remparts là que vous voyez sont des remparts de Soliman magnifiques, donc qui sont construits sur les remparts antiques, avec plusieurs mètres de superposition, c'est évident, mais le fait que les remparts actuels soient horizontaux à cet endroit-là va dans le sens où les remparts précédents étaient aussi horizontaux, même si ce n'est pas une preuve absolue. Voilà, donc ça c'est pour mon deuxième mur, sachant que, mais je ne vais pas m'apesantir énormément sur cette question-là parce que sinon je n'aurai pas le temps de tout vous présenter. Je me suis amusé à voir si on ne pouvait pas trouver dans certaines fêtes juives la trace du commencement du deuxième mur. Parce que il faut quand même imaginer que ce deuxième mur, s'il remonte, donc comme selon mes hypothèses, à Jean Hircan, ça a dû être un événement majeur pour le monde juif, puisque c'était la première fois que la ville s'étendait ainsi vers le nord. C'est-à-dire que le premier mur, c'était l'enceinte historique d'avant la destruction du temple. Et là, pour la première fois, eh bien, la ville de Jérusalem va s'étendre vers le nord. Et donc, on a un peu, enfin, ça a dû forcément être un événement. Donc voilà, donc dans la Megillah Ta'anit, il y a un certain nombre de fêtes, donc pour lequel, ou de demi-fêtes, pour lesquelles le jeûne et le logis étaient interdits. Et donc, en fait, il y en a une, à mon avis, qui pourrait être donc celle du 16 Adar, 16e jour du mois d'Adar, dans la mesure où on prend une année embolismique avec un deuxième mois d'Adar. J'entre pas trop dans le détail. Si vous voulez qu'on revienne là-dessus, on pourrait y revenir. Mais il y a une possibilité, rien d'impossible. La seule chose pour que la correspondance puisse exister, il faut que le calendrier des Asmonéens, ce qui est accepté actuellement, n'ait pas été déjà calé sur celui de Perse et était un calendrier irrégulier avec un rajout du mois de Véhadar ou de Hadar 2 selon la maturation des espèces donc gramineuses. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, je passe vite sur le détail pour avancer vers le quartier hérodien, donc celui qui est au nord du temple. Donc là, le deuxième mur est sur la gauche et on retrouve donc la structure rectangulaire comme je vous l'avais, dont je vous ai déjà parlé. Sauf que là, donc la grille que vous voyez rectangulaire ne mesure plus une dimension ronde en coudée royale, mais mesure l'actus. Donc l'actus, 120 pieds, environ 35 mètres 50, 120 pieds romains. La mesure, donc, on ne va pas dire fétiche, mais enfin une mesure importante dans l'art de l'arpentage romain. Et là, vous voyez que là, ça cale quand même, ça cadre quand même très très bien. D'où une restitution que je propose, qui vaut ce qu'il vaut. Hein. Il peut y avoir des décumanus en trop ou en moins. Enfin bon, peu importe, mais je crois quand même qu'il y a des rues et qui sont donc par contre qui s'imposent, notamment le cardo, ce que j'ai appelé un cardo maximus ici, et un decumanus maximus, avec ici une structure semi-circulaire qui, à mon avis, est intéressante et montre qu'il y avait
donc aussi une place. Bon, sur les représentations, il n'y a pas les courbes de niveau, mais ceux qui connaissent Jérusalem savent qu'ici, ben, il y a un endroit qui est plat, hein, sur tout ce secteur-là, avec ici quand même une montée, donc avec un arc de cercle, avec un escalier, et donc vous allez voir que j'y restitue ce qui pourrait être le théâtre hérodien. Quoi qu'il en soit, donc si on essaye de regarder un peu ces axes, eh bien on a la surprise de voir que ce que j'ai appelé donc le Decumanus Maximus, si on le prolonge, il va à la rencontre du point E des 3 rues donc de la patte d'oie. Donc c'est difficile d'y voir quelque chose qui n'est pas le fruit d'une pensée raisonnable. Et ensuite, le Cardo Maximus, lui, ne va pas sur le point B, c'est la rue d'à côté, mais il va au centre du carré de 500 coudées royales de côté, qui est donc finalement la dimension qui est habituellement admise par les spécialistes du temple pré-hérodien. Donc du temple, alors quand je dis le temple pré-hérodien, attention, du temple avant qu'Hérode l'agrandisse. Donc comme vous savez qu'Hérode l'a agrandi au milieu de son règne, grosso modo. Donc ça signifie qu'en fait, toute la première partie du règne d'Hérode, le temple avait cette dimension. Et donc, en fait, vous voyez, je vois dans ce quartier une dimension romaine, le pied romain, et quelque chose qui est rattaché à l'ancienne manière d'arpenter, et aussi quelque chose qui est centré sur le temple, puisque centré sur le point B, le dôme de la roche. Et donc, dans un état, avec un temple qui est dans un état pré-hérodien, ou en tout cas du début du règne d'Hérode. Donc, ce qui me permet de suggérer qu'il s'agit du quartier construit par Hérode dans la première partie de son règne, et notamment du quartier voulu par Hérode, pour une raison que je vais développer tout de suite, juste après la victoire d'Axium, au moment où, donc passant de son alliance avec Marc-Antoine à celle d'Auguste, du futur Auguste, eh bien, en fait, il va devoir montrer son allégeance à l'impérator qui monte. Et notamment, c'est le moment où, selon Flavius Joseph, Hérode va construire donc un cirque, enfin, ou voilà, un amphithéâtre, un grand, enfin oui, un champ de course plutôt exactement, pardonnez-moi, et un théâtre. Et donc en fait, là, quand on réfléchit, si vous connaissez un peu l'archéologie de Jérusalem, vous savez sans doute que la quête du théâtre d'Hérode est une quête qui est donc très longue et qui n'a jamais vraiment abouti. Et là, je pense que ça pourrait être une solution donc astucieuse de dire, évidemment, il faudrait faire des fouilles. Hein. Moi, je suis ouvert à toutes les fouilles, mais le problème, c'est que le climat politique n'est pas forcément facile. D'y voir l'endroit où Hérode aurait construit son théâtre. C'est-à-dire que si le deuxième mur existe, ce quartier est hors des murs. Et donc, en fait, finalement, on voit qu'Hérode aurait construit le théâtre à un endroit qui ne souille pas la ville. Parce que donc, pour les Juifs, évidemment, c'était un lieu de plaisir qui nécessairement souillait la ville dans laquelle ce lieu de plaisir était construit. Et donc, à la manière du théâtre de Pompée, qui à Rome a été construit hors du Pomerium, par obligation, et que donc même si enfin Pompée a eu à jouer un peu sur les mots en faisant un temple au sommet de sa Cordea pour pouvoir avoir le droit de construire ce théâtre, eh bien finalement Hérode était dans une logique semblable, et je vous rappelle qu'Hérode ayant été à Rome, il a nécessairement vu le théâtre de Pompée, et donc ce qui me permet aussi donc d'aller plus loin, parce que donc je pense que Hérode aurait pu donc reconstituer en petit, en miniature, à Jérusalem, une structure semblable à ce qu'il avait vu à Rome lors de ses visites du théâtre de Pompée, qui, notamment lorsqu'il fut nommé roi, était encore le seul, sauf erreur de ma part, mais je crois, le seul théâtre en dur construit à Rome. Et donc, en fait, voilà pourquoi je restitue dans cet arc de cercle le théâtre, sachant que l'arc de cercle fait exactement un actus de large, et j'y vois la place aussi pour un quadriportique. Et donc, en fait, si vous prenez les dimensions donc de ce théâtre avec la longueur du quadriportique, eh bien,
et que vous les comparez donc aux mesures restituées du théâtre de Pompée à Rome, vous trouvez une structure qui est environ 5 fois plus petite. Alors vous allez me dire, oh, c'est très petit. Ben oui, justement, si vous lisez Flavius Joseph, vous allez voir que Hérode a risqué sa vie rien que pour avoir construit ce théâtre et qu'il marchait sur des œufs que de vouloir construire ce théâtre à Jérusalem. Et j'y vois même une des traces qui explique aussi qu'il ait pu construire des grands théâtres à Jéricho, qu'il aimait particulièrement, parce que là, il avait la paix et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Un grand théâtre avec un champ de course, ou même des plus grands théâtres à Césarée-Maritime ou ailleurs, mais un petit théâtre à Jérusalem, dont on peut trouver d'ailleurs un frère jumeau, puisque finalement le théâtre de l'Hérodione a à peu près la même taille. Le théâtre de l'Hérodione est un peu plus petit, c'est-à-dire que là, si on arrive à 35 mètres, le théâtre de l'Hérodione, donc bon, je parle en sachant que, en espérant que les gens savent où est l'Hérodione, donc c'est le mausolée que Hérode s'est fait construire, mais avant qu'il fût mausolée, c'était un palais et dans lequel il avait construit un théâtre, un petit théâtre de cour, si on peut dire, qui donc devait accepter entre 500 et 1000 personnes. Mais en fait, il n'y a pas besoin de. Enfin, si on agence un peu différemment et si on regarde des théâtres comparables, en fait, on pouvait accueillir environ 1000 personnes, enfin, ou un peu moins, sans trop de problèmes. Donc, certes, un petit théâtre, mais en tout cas, un emplacement qui permettait donc d'y placer, en tout cas, cette structure. Et comme je vous le disais, ici, il y a une partie qui est tout à fait horizontale, et en tout cas, cette rue est parfaitement horizontale. Et donc, en fait, c'est tout à fait, enfin, pour moi, c'est tout à fait plausible. Alors, évidemment, il faudrait faire des fouilles pour vérifier mes hypothèses. Et alors, l'avantage aussi, c'est que cette structure, donc semi-circulaire avec ce quadriportique, ici avec une autre place, en fait, s'intégrerait dans le projet des piscines de Bethesda. Donc, ces piscines doubles qui se visitent, aujourd'hui, c'est le fameux domaine Sainte-Anne, le domaine français Sainte-Anne, et ici avec donc des marches qui descendent. Alors bon, j'entre pas dans le détail parce que donc il y a eu beaucoup d'hypothèses. Certains sont même allés jusqu'à dire que c'était un mikvé géant. Bon, il y en a qui donc identifient ce lieu au lieu du miracle de Jésus, donc du paralytique qui n'arrivait pas à se jeter dans l'eau bouillonnante. Voilà. Et donc, si on se réfère à l'Évangile, c'est un endroit où il y avait énormément de monde. Et donc, en fait, la logique de ces marches qui montent jusqu'ici, qui vont jusqu'à la rue donc RT, eh bien, elle fait que la place sur laquelle le monde était nécessairement de ce côté-là, parce que les marches montrent que la piscine n'était pas forcément pleine, et quand la piscine devait être à moitié pleine, eh bien, si vous étiez ici, vous aviez au moins 10 mètres de dénivelé entre le bord de la piscine et l'eau. Alors, comme vous connaissez sans doute la manière dont les gens plongent d'un plongeoir qui est 10 mètres de haut, et à quel point les gens ont peur, à juste titre d'ailleurs, eh bien, ça permet d'avoir la quasi-certitude que la place d'entrée de la piscine n'était pas de ce côté-ci où aujourd'hui se passent les visites pour des questions donc historiques et pour des questions pratiques de domaine national français, mais de l'autre côté, et que donc ici, il devait avoir un espace. Et tout ça, en fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est centré sur le milieu du temple pré-hérodien. Alors, vous voyez, si on est dans la logique d'une loge royale à la manière du théâtre de l'Hérodione, qui est en haut, le théâtre est petit, donc ça veut dire que c'est quand même l'emplacement idéal pour mettre la loge royale. Eh bien, vous avez on peut même y voir une certaine copie du temple du temple de Pompée, même si, enfin voilà, mais il ne faut pas pousser trop loin la copie, mais le fait que Hérode, étant dans la loge royale, regardait le temple, hein, et que si on est comme dans la structure du théâtre de Pompée, sans mur de scène, comme il était au début, eh bien la vue était donc forcément très belle au-dessus du quadriportique. Hein, et je vous rappelle qu'a priori, encore qu'on n'est pas encore tout à fait certain, mais le théâtre de l'Hérodione n'avait pas forcément un mur de scène où s'il en avait un de la loge royale, on pouvait voir Jérusalem, puisque donc le théâtre de l'Hérodione est tourné vers Jérusalem. Voilà, donc ça c'est mon quartier hérodien. Donc je vais avancer. Donc là, on est toujours, hein, pour résumer, on est toujours dans la première partie du règne d'Hérode, avant donc son agrandissement du temple.
Et donc, on voit d'ailleurs hein, dans la politique hérodienne, je pense, deux moments, ou en tout cas un revirement, quand il va agrandir le temple, il y a une dimension de faire plaisir aux Juifs, hein, parce qu'il a tellement mécontenté les Juifs dans la première partie de son règne par justement sa politique de construction, notamment du théâtre à Jérusalem, voilà, que finalement, dans un deuxième temps, l'agrandissement du temple va être une manière aussi de consoler les Juifs, tout en, donc, évidemment, avec des arrière-pensées qu'on va essayer donc de démêler maintenant. Alors, voilà, donc là, j'aurais dû avancer davantage sur cette diapositive plus vite hein, pour vous montrer donc ici l'alignement du théâtre sur donc le temple, voilà, et donc là le petit théâtre de l'Hérodion. Alors oui, voilà, et donc ici vous avez l'alignement du théâtre de Pompée entre justement la statue hein, de Pompée qui était dans la curie et la statue de Vénus. Alors je sais bien qu'il y a des discussions sur la manière dont le temple se situait en haut de la cavea, est-ce qu'il était barlon ou oblong, ça je n'entre pas dans le détail, mais quoi qu'il en soit, voilà. Et j'ai oublié de dire quand même que, donc pour ceux qui ne sont pas des grands connaisseurs de cela, la structure d'un théâtre avec un quadriportique est tout à fait typique de cette époque. Et d'ailleurs, quelque part, Hérode se trouve presque en précurseur, parce que donc si on regarde dans les rois clients de Rome, quels sont ceux qui vont construire des théâtres de ce type-là, eh bien, le seul concurrent, si j'ose dire, c'est Juba II, hein, donc le roi de Numidie, qui, donc lui, va aussi avoir une politique de grands travaux. Et donc, on voit aussi que Hérode cherchait, par sa politique de construction, à se présenter comme le premier de la classe, hein, le meilleur élève, en tout cas, de la politique pro-romaine, puisque donc il y avait toute une politique de romanisation de l'Empire, notamment par la construction de ces théâtres et donc de ces quadriportiques. Et donc d'ailleurs, une auditrice est ici spécialiste, puisque donc Catherine Savio a fait des travaux tout à fait remarquables sur la question, notamment à propos de Vitruve. Voilà, donc ce qui me permet aussi, donc sans transition, de parler aussi de la basilique royale. Alors, c'est pas tout à fait dans mon travail, mais enfin, ceci dit, en bénéficiant des travaux extraordinaires de Pierre Gros, qui donc a réussi à interpréter d'une manière très juste un passage obscur sur lequel butaient beaucoup de gens des antiquités juives, qui était la description de la basilique royale, en y voyant une notice que l'historien juif aurait retrouvé dans les archives romaines et qui aurait permis donc finalement de donner toutes les précisions, mais en pied romain, qui est une chose inhabituelle pour Flavius Joseph. Et donc en fait, grâce au rapport de fouilles qui a été fait donc ces dernières années par Orit Peleg-Barkak, qui permet de récupérer des pièces donc des tambours, des vestiges de chapiteaux, etc. Et bien, et aux informations donc de la manière d'interpréter de Pierre Gros, il y a une possible restitution de la basilique royale, celle que vous voyez sous les yeux, et avec donc cette particularité, enfin à mon avis tout à fait justifiée, du fait que la basilique, contrairement aux représentations les plus communes actuelles, n'était pas collée au mur de l'esplanade, et donc au fait aussi que la basilique avait des colonnes bilobées, et à ce titre-là, donc se rapproche de la fameuse basilique de Fano, dont Vitruve donne une description, et dont Vitruve est l'auteur donc dans son traité. Et donc, en fait, ça me permet de signaler donc un article que Pierre Gros va sortir, si vous n'êtes pas déjà au courant, l'année prochaine dans la revue archéologique, où il revient sur ces questions-là. Bref, là, on voit aussi donc dans cette structure de la basilique royale, donc les chiffres, hein, c'est souvent ça qui posait problème, c'est que les chiffres donnés par Flavius Joseph semblait tellement démesuré que, c'est le cas de Ruth Pellet-Barcac, que finalement c'est pas possible, il raconte, il se trompe, il exagère, et donc il faut pas voir ces dimensions, il faut pas donner ces dimensions
à la basilique royale. Mais si, en fait, les chiffres, à mon avis, les chiffres donnés à quelques corrections près, celles que fait Pierre Gros, eh bien, les chiffres donnés par Flavius Joseph sont tout à fait justes et vous permettent de voir, vous voyez, une basilique tout à fait grandiose, construite sur le bord donc de l'esplanade du temple hérodien, et qui d'ailleurs, enfin, pour moi, pose une question intéressante, parce que finalement, vous vous apercevez qu'Hérode va construire un bâtiment dont il faut aller jusqu'à Éphèse hein, pour trouver un bâtiment de taille comparable à l'époque. Un bâtiment qui est finalement typiquement gréco-romain, qui est finalement c'est une sorte de forum, l'esplanade du temple. Hein. Une forum donc au sens impérial du terme. Bref, donc je pense qu'il y a un débat très intéressant, un sujet très intéressant à traiter sur cette question. Voilà, donc je ne vais pas plus loin parce j'ai pas le temps d'aller plus loin, mais voilà, c'est quelque chose en tout cas d'intéressant. À l'ouest donc du deuxième mur, dans le quartier aujourd'hui chrétien ou au nord du quartier chrétien, alors j'ai cru, je crois, je fais l'hypothèse, même si c'est beaucoup moins flagrant que pour le quartier hasmonéen et le quartier hérodien de l'Est, donc le quartier de Betzéta, d'y retrouver quand même la structure d'un quadrillage orthonormé dans lequel il y a certaines rues qui se retrouvent, même si c'est moins flagrant, mais en tout cas alignées sur cette rue, et ici avec la fameuse porte de l'Ouest dans le deuxième mur qui désignait un axe. Et donc voilà, donc c'est une chose. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que là, la grille, et je ne peux pas vous le montrer sur la diapositive, mais la grille qui ordonne ce quartier est la même que la grille qui ordonne le quartier de Betzéta qui est à l'est. Et donc le fait que ça soit la même grille d'arpentage qui est servie pour l'est et l'ouest du deuxième mur va dans le sens où les deux quartiers sont plutôt donc contemporains, ou en tout cas aient été constitués par une équipe d'arpenteurs homogène, et donc a priori plutôt une équipe donc contemporaine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de... Enfin, on peut évidemment les dissocier, ils peuvent être repartis sur la même grille d'arpentage 50 ans après, mais en tout cas, il y a peut-être un indice qui montre que c'est contemporain. Donc, mais il n'y a rien d'illogique, hein, parce que Flavius Joseph dit que la construction du troisième mur va se faire parce que la ville débordait, et donc, bon, la troisième mur, évidemment, c'est sous Agrippa Ier, c'est bien après Hérode, mais un quartier ne se développe pas en l'espace de 5 ans. Donc, il faut un certain temps. Donc, ça montre qu'il y avait déjà une certaine antériorité et que donc, en fait, il y avait une logique d'entourer de ces nouveaux quartiers à cette époque-là. Et donc, ça va dans le sens de l'orientarité dont je viens de vous parler. Voilà, donc en fait, donc si on regarde l'agrandissement du temple pour Hérode, donc je viens de vous parler de la basilique royale, eh bien, il y a une conséquence majeure, c'est que, alors je vous ai pas trop parlé jusqu'à maintenant, faute de temps, mais donc pour moi, il y avait la rue ou la route qui allait à l'est en direction de Jéricho, bref, les pays de Moab, donc Philadelphie ou Amman, ça dépend à quelle époque on se place, etc. Eh bien, qui passait juste au nord du temple, avec une porte qui donc séparait l'abaris du temple. Hein, le fait que l'abaris et le temple sont séparés, si on lit bien les sièges de Pompée ou d'Hérode, donc respectivement en 63 avant Jésus-Christ et en 37 avant Jésus-Christ, à mon avis, les textes de Flavius Joseph permettent tout à fait de poser le fait que l'abaris n'était pas mitoyenne du temple. Elle protégeait le côté nord du temple. Hein. Si vous placez ici une baliste ou un scorpion sur une tour qui domine, eh bien vous prenez à revers tout attaquant toute personne qui tente d'attaquer le mur nord du temple. Donc c'est tout à fait astucieux au plan stratégique. Et donc c'était une défense du temple, mais il n'y avait pas de mitoyenneté. Et donc pour moi, il y avait une rue qui allait là. Et l'agrandissement du temple, comme vous le voyez sur le côté droit, eh bien, va avoir cette conséquence de supprimer cette rue. Et ça va être la raison du percement de ce qu'on appelle aujourd'hui la Via Dolorosa, hein, qui arrive ici, je vais vous montrer plus précisément tout à l'heure, à l'hospice autrichien, et qui passe donc au-dessus de la piscine du Strution. Et donc, vous voyez, et qui va justifier l'ouverture d'une porte dans le deuxième mur.
Et on retrouve ce que je disais au début, la porte, eh bien, c'est Lecce Homo. Voilà, la porte de Lecce Homo. Et donc là, on va trouver une logique, et cette rue qui vient finalement faire intrusion dans un quartier préexistant explique que la rue en question ne se prolonge pas comme les autres rues du quartier jusqu'à la rue de l'ouest de la Patte d'Oie. Et donc, on peut y voir le fait que d'abord, ça suffisait de rejoindre la rue centrale de la Patte d'Oie, qui était un axe majeur, et ensuite du fait que, bien évidemment, percer une nouvelle rue dans un quartier préexistant, eh bien, nécessite de l'entre-gens, nécessite une politique très forte, nécessite de l'argent et nécessite aussi d'exproprier des gens qui sont forcément mécontents. Donc, c'est pas forcément l'idéal, et des fois, on en fait le minimum. Voilà. Donc, en fait, vous retrouvez ici le percement de cette Via Dolorosa avec l'hospice autrichien ici. Et donc, évidemment, si vous avez une porte, eh bien, pour moi, vous avez dans un premier temps un pont. Et sur la droite, vous trouvez les photos de la piscine d'instruction où, à mon avis, on peut trouver certains vestiges d'un pont, même si je ne prétends pas qu'il s'agit nécessairement des vestiges, parce que la piscine ayant été couverte à l'époque romaine, il est évident que s'il y avait un pont en bois à cet endroit-là, eh bien, les vestiges, il n'en reste rien, ou même s'il y avait un pont de pierre, mais même si, et je l'ai développé ailleurs et je ne veux pas le développer aujourd'hui ici, j'en ai fait un article dans la revue biblique, même si on peut y voir une explication de cette drôle de chose dont parle Flavius Joseph quand il s'agit de l'attaque de l'Antonia, où il dit qu'il y a donc le milieu de la piscine sur lequel les Romains vont bâtir leur remblai pour mettre la tour de siège. Et donc, ne serait-ce pas une allusion incompréhensible, mais peut-être compréhensible par ce biais, à la pile, ou ce qui restait de la pile du pont qu'il y avait à cet endroit-là. Voilà, donc je vais rapidement passer sur l'arc de Lecce Homo. Donc en fait, voilà la restitution de la façade occidentale, donc avec son emplacement. Donc je passe vite parce qu'on n'a pas le temps, et juste pour vous montrer que finalement, quand on analyse de près le style, il n'y a aucune incompatibilité à ce que ça soit contemporain du temple. Ici, vous avez le profil devant, au plein milieu de la diapositive, vous avez le profil de la porte sud du temple. Donc, vous savez qu'il reste un petit morceau de jambage qui permet d'avoir le profil. Vous voyez, donc ici, deux plats, ici un cavet, bref, je ne fais pas la description précise. Eh bien, vous avez une structure quasi identique sur l'archivolte de la monnaie nature du passage central ou le passage nord de l'arc de Lecce Homo. Bref, donc je n'ai pas le temps de développer, mais il n'y a aucun problème, à mon avis, pour le dater, et ce d'autant plus que les dernières fouilles de ces 20 dernières années vont trouver finalement un style hérodien, a mis en évidence un style hérodien qui est tout à fait sobre et qui est dans le goût de cet arc de Lecce Homo. Et je ferai juste la réflexion, je n'ai pas la photo ici, mais par exemple du sarcophage de l'Hérodione, donc le sarcophage d'Hérode, eh bien, les monnaies nature sont très semblables. Voilà. Et donc là, il n'y a aucun problème pour le dater aussi de l'époque. Donc là, vous trouvez un certain nombre de vestiges qui se trouvent actuellement encore dans le musée des Sœurs de Sion, donc tout à côté de l'arc de Lecce Homo, et qui permettent de restituer des colonnes libres sur la façade occidentale. Alors avec ici un bout de corniche, une base de colonne, des piédestaux, des chapiteaux, et alors là avec un chapiteau à feuilles lisses, corinthien à feuilles lisses, et sachant que c'est aussi quelque chose de très répandu à l'époque hérodienne à Jérusalem, les chapiteaux à feuilles lisses, on en a retrouvé à plusieurs endroits. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus, ce qui permet de restituer donc une façade orientale de ce goût-là. Donc, vous voyez, sobre, hein, donc, avec donc une élévation de colonne que vous voyez sur la droite. Et on peut même retrouver un système de fermeture, donc puisque un bout du seuil de la porte, donc ce qui est en gris ici sur ce schéma, avec les photos donc à droite, permet de retrouver l'emplacement et la taille du dormant. Hein, vous voyez la pièce noire ici, et vous voyez que sur la droite, eh bien, il y a un endroit qui n'est pas de la même couleur, qui est moins usé que ce qui est à côté.
Donc évidemment là c'est une photo, mais quand on voit la pierre et ce qu'on peut tout à fait faire en allant visiter le musée du Létostrotos, puisque la pierre est accessible à n'importe qui, on voit très bien qu'il y a donc un endroit qui est moins usé, et où il y a l'emplacement de ce dormant, avec un petit trou qui permet de bien justifier. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on prend les dimensions de la porte centrale, qu'on place ce seuil et qu'on place le dormant donc avec la taille qu'on retrouve à partir du seuil, eh bien, on trouve une porte ici qui a des dimensions en pieds romains qui tombent ronds, 16 pieds de large pour les deux vantaux, 16 pieds de hauteur pour chaque ventail. Donc un carré qui tombe pile poil avec donc le début de l'arc. Bref, vous voyez, les mesures sont trop belles pour être fausses. Voilà. Et donc en fait, ce qui permet aussi de montrer que cet arc avait une porte. Hein, donc c'est pas une herse, mais une porte en bonne et due temps. Et ici, c'est pareil, on retrouve un ventail qui fait 7 pieds, donc qui est aussi rond en pied romain. Voilà, donc en fait, c'est quand même donc des choses qui vont dans le sens de la porte. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que le bout de corniche, alors là, il n'est pas représenté je ne l'ai pas mis sur ce schéma-là pour des questions de taille, ainsi que le bout de corniche qui est au-dessus ici, ainsi que ce piédestal, parce que donc on a retrouvé deux piédestaux, celui-ci et celui-ci, enfin, un des centres et en tout cas celui-ci, eh bien, n'est pas taillé de la même manière de ce côté-ci que de ce côté-là. Pareil ici. Je n'ai pas eu le temps de vous le montrer tout à l'heure, la corniche n'est pas taillée, n'est pas sculptée de la même manière de ce côté-ci que de ce côté-là. Et ce qui est pour moi le signe qu'il y avait une tour. Hein, donc, parce que ça veut dire que si c'est pas taillé, si c'est pas fini, c'est que en fait ce n'était pas visible. L'espace est de l'ordre de 10 cm, donc on ne pouvait pas s'y introduire facilement, sauf un enfant qui avait une petite corpulence. Voilà, donc en fait, ce qui me permet de restituer donc une proposition, restitution de la façade de l'arc de Lecce Homo, façade orientale de ce type-là, avec des tours rondes. Pourquoi des tours rondes? Parce que Hérode aimait beaucoup ce qui était rond. L'Hérodion, tout est rond. La porte nord de Césarée maritime, les tours sont rondes. Bref, donc évidemment, c'est une supposition. Il n'y a aucun vestige, tout a été détruit. Donc évidemment, il y a une part de restitution. Et une façade orientale, alors là, il n'y a pas de colonne, occidentale, pardon, il n'y a pas de colonne, mais il y a des panneaux. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, mais je n'ai pas eu le temps de le développer, c'est que ces panneaux ne sont pas centrés sur les petites portes, contrairement à ce qu'avait dessiné le père Vincent, mais sont centrés sur le demi-côté de la porte, ce qui permet aussi de montrer que la porte avait effectivement cette largeur, donc celle qui subsiste aujourd'hui, et aussi montrer que finalement les passages latéraux ont été placés en fonction des colonnes, de l'autre côté, pour qu'il y ait un espacement identique entre ici et ici, ce qui n'était pas le cas ici, ce qui implique, donc si vous réfléchissez un peu, que le petit passage latéral n'est pas au milieu de ce côté-ci. Voilà, donc en fait tout ça, ça s'explique très bien et ça permet donc d'avancer et donc de supposer, comme je vous disais, que l'arc de Lecce Homo ici est une porte hérodienne percée dans le deuxième mur au moment de l'agrandissement du temple. Et Flavius Joseph dit bien qu'il y a eu d'énormes travaux qui ont été faits dans la ville aux alentours du temple. Donc évidemment, quand on agrandit l'esplanade comme ça a dû faire beaucoup de dérangements dans la ville et notamment des expropriations parce que l'agrandissement était quand même important. Alors là, je vais un tout petit peu plus vite, enfin encore, j'avance encore parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais donc en fait ici, vous avez le troisième mur et donc en fait, mon analyse de ce secteur a été très étonnante parce que je ne pensais pas avoir autant à en dire, mais en fait, il y a plein de choses à dire, sachant qu'en prenant les cartes les plus anciennes, eh bien, j'ai retrouvé la trace d'un parcellaire romain qui est mesuré en actus et dans lequel s'inscrit parfaitement à la fois le troisième mur et aussi le tombeau des rois, le fameux tombeau des rois. Et donc là, vous voyez qu'il y a une progression dans la grille qui est tout à fait typique de la manière dont les Romains fonctionnaient avec une varatio qui donc tient compte de la grille d'arpentage. C'est une mesure pleine de la grille qui explique le coude ou les angles. Alors pas toujours, mais là en l'occurrence, ça s'explique très bien. J'ai pas le temps davantage, mais donc ce qui permet aussi donc de poser une autre hypothèse avec ce tombeau des rois que vous connaissez pas forcément, mais qui est ici un magnifique tombeau qui est le plus grand tombeau d'époque hérodienne de Jérusalem
et qui a la particularité d'avoir une entrée à l'ouest, avec un grand escalier monumental et avec une cour donc qui est en contrebas et avec une façade. Et ici, il devait avoir donc des pyramidions que je n'ai pas représentés. Mais la particularité, c'est que la façade donne à l'est. Alors, vous voyez, une façade de tombeau est quand même faite pour être vue. Et donc, ce qui m'a incité, en fait, à restituer et à regarder dans le réseau Vière, avec ici donc la porte qui est à côté de la Cité Olbrach. Donc, pour ceux qui connaissent Jérusalem, il y a des vestiges d'une porte ici. Et si on continue dans le même axe, donc ça, c'est une rue qui existe aujourd'hui dans Jérusalem, qui est la rue Saladin. Si on la continue, eh bien, on arrive à l'est du tombeau des rois. Et ainsi s'explique, à mon avis, la structure biface, si j'ose dire, du tombeau des rois, avec d'un côté la rue principale qui venait de la porte de Damas, qui était une rue très utilisée, qui passait du côté des Tollos, et de l'autre côté la rue que Hérode Agrippa voulait pour importante, qui devait passer devant son propre tombeau. Et vous voyez, là, j'avance une hypothèse qui est déjà celle émise par Jean-Baptiste Imbert, selon laquelle le tombeau des rois a été voulu par Agrippa Ier, a été donc commencé par Agrippa Ier, a servi de carrière de pierre au troisième mur et n'a jamais été terminé parce que à cause de la mort prématurée d'Agrippa Ier. Et donc, en conséquence, cette rue n'a peut-être jamais été tracée, ce qui explique qu'aujourd'hui, la rue passe toujours par ici, et du fait que cette tombe a pu être récupérée par la dynastie d'Adiabène dans un deuxième temps, puisque donc si le tombeau n'était pas terminé au moment de la mort d'Agrippa Ier, eh bien, il a été nécessairement enterré ailleurs, sachant que, comme le dit Flavius Joseph, il est mort à Césarée-Maritime. Voilà, donc en fait, voilà où on en avance. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que avec Jean-Baptiste, Ambert, on peut restituer un tombeau des rois plus grand qui passe en partie au-dessus de la route actuelle et qui permet de surplomber finalement dans l'enceinte du tombeau des rois les tombes. Hein, et ce qui donc aussi permet de prévenir un problème de pureté légale juive, puisque si le tombeau est fermé et qu'on marche sur un tombeau fermé, on devient impur. Et donc, il convenait que les lieux où il y avait des tombes, des corps, eh bien, soient dans un endroit où le public ne pouvait pas aller. Et donc, d'où une enceinte, enfin, bref, une entrée, je passe les détails, enfin, il y a là un système de pureté légale dont je ne vais pas parler ici, notamment que le fait que quand la tombe est ouverte, si on marche sur les tombeaux, du coup, là, l'impureté s'évacue par l'ouverture de la tombe et donc on n'est plus impur si on marche dessus. Bref, j'entre pas plus dans le détail, mais tout ça, c'est cohérent. Et ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que la structure du tombeau des rois que je propose, enfin, qui est en partie celle qui existe, hein, mais qu'avec l'agrandissement, se lit à la fois en coudée royale et se lit à la fois en pierre romain. Non pas que 180 pierres romains exactement égale 100 coudées royales, mais à quelques centimètres près. Donc, ça veut dire qu'en fait, on voit aussi une compénétration finalement des deux systèmes de mesure et qui, dans une tombe juive, est importante, c'est-à-dire qu'on voit bien que Flavius Joseph aime compter en coudées, même si le pied romain, à son époque, est l'unité de mesure des Romains. Et donc, en fait, qu'il y ait une compénétration des deux systèmes est quelque chose de tout à fait convenant pour le tombeau des rois, qui, donc surtout si c'est le tombeau de Agrippa Ier, qui n'a jamais été terminé, hein, sachant que l'archéologie montre que le tombeau en question n'a jamais été terminé. Alors, j'avance encore un tout petit peu. Là, je veux vous parler du fameux monument d'Hérode. Donc, je vous ai mis ici le texte de la guerre des Juifs qui en parle. Donc, c'est un monument mystérieux, mais un monument monumental, qu'elle le dire, qui est en fait finalement dans l'axe ou quasi dans l'axe de la porte de Damas, construit sur un tertre naturel et qui est un monument donc d'une taille tout à fait impressionnante puisqu'il fait un actus de diamètre, donc environ 35 mètres. Donc c'est une taille comparable, pour vous donner une idée, au Trophée des Alpes qui est à la Turbie au-dessus de Monaco. Le monument d'Hérode, et il est dans l'axe de la porte de Damas. Et ce qui est intéressant, donc j'ai regardé donc les rues, et en regardant un peu donc l'arpentage, et donc vous voyez bien que ça colle bien avec les rues anciennes,
eh bien, comme le montre la droite du schéma, vous retrouvez un système d'arpentage qui est typiquement romain et qui est fondé sur une grille. Alors, c'est plus la même grille que vous voyez en partie en bas à droite, qui était hérodienne, c'en est une autre. Hein. Alors, enfin, attendez, c'en est une autre. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait, mais quand même, ça permet de partir de l'hypothèse que c'est Hérode qui a fait cette structure. Et donc, vous voyez, il y aurait eu comment dire, une patte d'oie triple à l'intérieur de la ville et Hérode aurait inventé finalement cette structure en patte d'oie double à l'extérieur qui passait autour de ce monument d'Hérode qui devait être construit à sa propre gloire. Et donc, en fait, finalement, on voit ici la mise en place, donc qui peut être postérieure, avec le troisième mur ici qui est perpendiculaire à cet axe. Et là, ça serait l'œuvre d'Agrippa Ier, d'une sorte de via sacra hein, entre donc cette porte majeure de la ville et cette porte du troisième mur. Et là aussi, donc, je ne vais pas forcément avoir le temps de développer, mais des morceaux d'inscription de titulature impériale romaine permettent, et aussi des vestiges qu'on a retrouvés notamment dans les jardins de l'école biblique de tambours de colonnes d'environ 1 mètre de diamètre ou davantage, qui attestent qu'il y avait des monuments ici importants, hein, avec des colonnes qui sont de l'ordre de 10 mètres de haut ou un peu moins, et qui donc attestent qu'il y avait très semblables ici une porte triomphale, qui font de cet axe un axe sacré, et donc des titulaires impériales que je vous montre ici rapidement, mais je ne vais pas les développer parce que faute de temps, ou genre on en reviendra peut-être dans les questions si ça vous intéresse, qui sont donc de l'époque de la deuxième révolte juive, donc au moment d'Adrien. Et donc, en fait, si on voit l'ensemble, je n'ai pas le temps de vous développer davantage, mais ici, vous avez une structure de troisième mur et vous voyez les rues bleues. En fait, elle s'explique bien avec donc un réseau de portes. Vous voyez ici, c'est un carrefour qui existe encore dans la ville moderne. Eh bien, comme par hasard, ça passe à l'aplomb du troisième mur. Et donc, il est quand même, à mon avis, difficile de ne pas voir l'emplacement d'une porte. Et surtout que la topographie l'explique très bien. Bon, je n'ai pas le temps de développer davantage, mais c'est quelque chose donc qui est très cohérent. Et là, donc, je me suis amusé, si j'ose dire, à essayer de voir quelle était la portée des armes donc, dont disposaient les rebelles juifs au moment de la prise de Jérusalem en 70. Donc, puisque vous savez qu'ils avaient récupéré les armes romaines, donc des scorpions et des balistes, qui donc sont efficaces en environ donc 2 stades. Et donc, en me basant sur la restitution du deuxième mur, eh bien, j'ai essayé de localiser le camp de Titus le lieu dit du camp des Assyriens. Et contrairement à ce qui est généralement proposé d'une restitution à l'ouest, je pense que le seul endroit possible, c'était à l'est. Et en plus, quand on regarde la description du mur de circonvallation que donne Flavius Joseph, qui passe au nord justement du monument d'Hérode et qui permet donc d'expliquer au mieux la topographie que je propose sur ces deux schémas. Donc la première, c'est tant que le deuxième mur existe, et le deuxième schéma sur la droite, c'est quand le deuxième mur a été pris, les balises ne sont plus que sur le premier mur, et évidemment, on peut s'approcher davantage des remparts. Hein, et le mur de circonvallation, qui est ainsi structuré en allant au camp de Titus, en fait, reprend tout à fait la structure qu'on trouve à Masada. Hein. Donc, voilà. Donc, en fait, il y a une très grande logique, et en plus, à cet endroit-là, qui est un endroit dominant, s'il n'y a pas de construction, on voit, donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, évidemment, donc c'est-à-dire que ça donne un aperçu qui est difficile, eh bien, on était en vue directe avec l'Antonia et on était en vue directe avec le temple. Donc, ça veut dire que si Titus avait son camp ici, de son camp, voilà, qui plus est, il récupérait une partie du troisième mur, et donc ça faisait moins de travail pour ses légionnaires, et en plus, de son camp, il voyait l'Antonia qu'il était en train d'attaquer. Hein. Je vous rappelle que c'est par l'Antonia qu'il a fini par entrer sur l'esplanade du temple, que ces légionnaires ont fini par tenter. Voilà, donc ici, vous avez une reprise. Alors, donc là, on est après, maintenant, la destruction du temple et donc l'implantation du camp légionnaire. Et là, donc, je
je propose aussi, parce que donc j'ai fini par étudier un peu la question. Au début, j'y allais avec donc beaucoup de prudence, mais finalement, parce que bon, vous savez que c'est un sujet très discuté. La plupart des archéologues disent ah, mais non, le camp légionnaire n'est pas là, il n'y a pas de traces, etc., etc. Bien que donc le dernier livre donc très intéressant de Schmidt Zechtel Dola, lui va dans ce sens, hein, donc dit que le camp légionnaire était dans la ville haute. Alors elle restitue pas le camp légionnaire exactement comme moi. Elle le fait aller jusqu'au sud du Mont Sillon, mais moi je pense qu'il y a des bonnes raisons de le faire couper le Mont Sillon en deux à l'endroit où grosso modo à l'endroit où vire aujourd'hui le mur de la vieille ville, mais surtout à l'endroit où virait le palais d'Hérode, où se terminait le palais d'Hérode, qui était déjà un mur qui existait, puisque le palais d'Hérode était fortifié. Alors voilà, alors c'est une restitution, attention, hein, je ne prétends pas que les casernements étaient exactement comme ça, etc., etc. Mais si on se base sur un camp à la fois polybien, à la fois du pseudo-hygien, etc., etc., avec donc les Principia qui sont au centre, etc., etc., je n'ai pas trop de temps de vous le présenter, mais si on regarde donc l'implantation dans la ville, le réseau viaire, eh bien en fait, on retrouve grosso modo, on peut trouver ce schéma-là, sachant qu'ici c'est le cardo, hein, qui viendra le cardo byzantin, hein, avec ici, vous voyez, j'ai mis en pointillé la future Néa, hein, et ici la voie Principalis, donc ce n'est pas cette rue-là, la voie Principalis, ça j'y tiens. La voie Principalis ici qu'on voit sur la carte de Madaba, donc qui est à gauche, vous voyez ici, et ici, donc j'ai mis aussi ce qui est une symbolisation de la carte de Madaba, une maison qui est représentée à l'envers, qui serait à mon avis les vestiges des Principia, dont on peut, enfin, dans la ville actuelle, il y a un endroit, j'ai pas mis la carte, j'ai pas pu le faire, correspond tout à fait à ça. Et donc, en fait, ça, aujourd'hui, c'est la rue du quartier arménien, hein, qui est encore parfaitement rectiligne. Et ici, vous avez donc un emplacement aussi qui correspond à une rue de la ville. Et ça, évidemment, c'est dans l'axe de la rue qui va à la porte de Damas, donc qui passe aujourd'hui devant, pas très loin du Saint-Sépulcre. Voilà, donc j'ai quand même mis ici cette photo qui vous permet donc de voir que dans cet emplacement ici, il y a encore beaucoup d'espaces vides. Ça, c'est un emplacement qui est évidemment donc le vestige d'un axe. Cet axe, il existe encore, et surtout cet axe aussi existe encore en partie, et celui-ci aussi, hein. Et on peut même donc trouver des vestiges de la porte d'entrée du camp, avec ici des vestiges avec un arc romain en plein cintre qui subsiste, et puis ici des éléments de coursive qui sont sur le côté, enfin qui sont là pas très visibles. Il faut entrer dans des maisons pour les voir. Enfin encore, elles ont été en partie détruites, mais qui ont été attestées par des témoignages d'archéologues au début du XXe siècle. Voilà, j'ai pas trop de temps de vous développer parce qu'il me reste environ un quart d'heure, donc pour tout terminer, on pourra en reparler si vous voulez. Mais ce qui est important, donc, c'est de voir qu'on peut trouver dans la ville, vous voyez, une structure qui montre les différentes grilles d'arpentage, hein. Ici, un arpentage hérodien aux alentours du temple. Ici, des vestiges de l'arpentage hasmonéen parce que la ville n'a pas été touchée. Mais ici, finalement, un arpentage qui va devenir romain à cause de l'installation du camp de la Légion. Et vous voyez que si vous prenez l'arpentage hérodien, eh bien, vous retrouvez finalement des correspondances avec les deux autres arpentages qu'a effacé l'installation du camp de la Légion à cet endroit-là. Donc ici, je vous représente aussi, alors c'est une bizarrerie, je n'ai pas eu le temps de vous en parler tout à l'heure, mais on va en parler peut-être dans les questions, mais les titulatures impériales, il y en a deux. Et c'est étrange parce que c'est deux titulatures impériales qui se retrouvent au même endroit, et l'une est donnée par provient de la 10e Légion Fretensis, donc adressée à l'empereur, et l'autre, en fait, est faite par un affranchi impérial qui commandait donc des vexillatio de légion. Et donc là, j'ai demandé avis à Werner Eck, donc qui m'a suggéré que il y avait quelque chose de, enfin, c'est pas, je le savais, mais enfin, il m'a confirmé le fait qu'il y avait quelque chose de tout à fait anormal qu'un affranchi de l'empereur ait pouvoir sur des légionnaires.
Et dès lors, suggérant qu'il s'agissait donc finalement, parce qu'en plus il y a 5 ou 6 légions, hein, 5 ou 6 Villexillatio Legio, et donc suggérant qu'il s'agissait finalement d'une œuvre, d'un travail urgent réalisé pour Hadrien. Et donc en fait, l'hypothèse que je défends, que je n'ai pas encore parlé, c'est que au moment de la fondation d'Aelia Capitolina, la ville était une ville ouverte, sinon le camp de la Légion. Et donc en fait, il y a eu reconstruction des murs à la hâte pour défendre Jérusalem. Et donc au nord, le troisième mur aurait été reconstruit à la hâte par donc les Romains. Et au sud, du coup, il fallait fermer la ville entre l'esplanade du temple qui était suffisamment intacte ou qui allait être reconstituée en partie parce que c'est le cas, et le camp de la Légion, et il restait à fermer ce secteur-là. Or, ce secteur-là, Catherine Kenyon l'a fouillé en partie ici et elle atteste qu'il y a qui, a priori, selon elle, elle le date de l'époque justement d'Adrien. Et quand vous regardez bien, il s'agit du chemin le plus court entre le camp tel que je le restitue et l'esplanade. Il s'agissait de franchir la vallée du Tyropéon et qui plus est sur le schéma de droite avec le chemin jaune ici. Vous voyez que ça s'inscrit dans un arpentage romain avec des variations qui sont typiques de l'arpentage romain. Donc voilà, donc en fait, fermeture de la ville au sud selon le chemin le plus court. Et c'est ce tracé qu'a repris l'arpentage, le mur ottoman, en se plaçant sur les vestiges. Alors, par contre, vous voyez, dans le secteur sud, dans ce secteur-ci, hein, là, sur la droite, ou ce secteur-ci du camp légionnaire, eh bien, les choses ont été un peu différentes. Pourquoi? Parce que, évidemment, je n'ai pas parlé du mur de Dossie qui a été construit à l'époque donc byzantine, donc qui englobait le mont Sillon, qui allait jusqu'à la piscine de Siloé, finalement pour englober les lieux chrétiens. Eh bien, l'enceinte légionnaire, évidemment, avait perdu de son importance, puisque donc la Légion est partie au début du IIIe siècle, a priori. Donc, ce qui signifie qu'en fait, que lorsque Justinien a décidé de construire la Néa, eh bien, avec une hôtellerie, hein, donc les sources sont claires là-dessus, le complexe de la Néa a été quelque chose de gigantesque, avec des vestiges qui sont aujourd'hui au pied du mur ottoman, et avec donc en fait aussi une énorme citerne et qui est placée, vous voyez, en dehors de l'enceinte légionnaire. Donc, quand à la fin du Xe siècle ou au début du XIe siècle, les armées byzantines, Jean Simicès, si je me trompe pas, ont commencé à vouloir reprendre Jérusalem, sont avancés jusqu'à le lac de Tibériade. Il y a une grande crainte de la part des dirigeants de Jérusalem de voir Jérusalem tomber. Et donc, en fait, là, il y a eu une urgence, a priori, de reconstruire un mur. Et donc, non pas le mur de Dossie qui était sans doute trop important, mais là, l'enceinte légionnaire, à mon avis, a été repris, sauf que dans ce secteur-là, comme il y avait la citerne de la Néa, eh bien, en fait, c'était absolument absurde sur le plan de la fortification et de la stratégie que de laisser à la disposition des assiégeants une telle réserve d'eau. Et donc, dès lors, il a fallu englober dans la ville ce secteur. Et là, donc, s'affranchir du tracé de l'enceinte légionnaire. D'où le tracé, donc ici, du mur, donc, Omeyyade, enfin oui, et puis après Fatimide, qui va être donc en partie suivi, j'ai pas trop le temps de développer, par la muraille ottomane, mais pas parfaitement parce que donc suite les Ayyoubides, enfin donc suite à la reprise de Jérusalem par Saladin, la politique des Ayyoubides a été de faire de Jérusalem une ville ouverte, préférant que les croisés qui éventuellement s'y installent ne puissent pas s'y fortifier. Et dès lors, finalement, l'enceinte légionnaire est restée donc à l'abandon et donc tout ce secteur-là a été récupéré par les Arméniens. Ce qui signifie qu'en fait, ma thèse est de dire que les Arméniens ont tellement bien occupé cet endroit qu'ils ont occupé aussi le mur et que lorsque les Ottomans ont voulu reconstruire le propre mur, et bien en fait, ils ont pu suivre la muraille
précédente jusqu'ici. Et là, comme ce mur était occupé par les Arméniens, eh bien, ils ont fait un petit décalage expliquant que la muraille ottomane aujourd'hui passe à environ 30 mètres au sud de l'enceinte légionnaire. Je ne vous ai pas parlé du fait que quand les croisés ont attaqué Jérusalem par le sud, donc vous savez qu'ils ont attaqué par 2 endroits, eh bien, ils se sont heurtés à un fossé et qu'il a fallu commencer par combler le fossé. Et donc évidemment, j'y vois, enfin pour moi, c'est une trace de l'enceinte légionnaire et du fossé qui devait exister en plein milieu du Mont Sillon. Bon, j'avance encore et je vais terminer, donc il me reste encore 5 minutes. Et pour donc parler juste de la place de Lecce Homo, donc qui va couvrir la piscine d'Ustrution. Donc, si on regarde les vestiges du Lithostrotos, les traces de caniveaux, etc., eh bien, on arrive aussi à redonner une dimension, je suis allé trop vite ici, avec une dimension de la place en coudé, pas en coudé, mais en pierre romain, qui sont donc que je propose et qui intègrent dans la place ce qu'on appelle le rocher de la flagellation, c'est cette chose qui existe aujourd'hui dans le couvent des franciscains et sur lequel je restitue un monument votif faisant une place finalement, une récupération de l'arc de Lecce Homo dont les tours ont été détruites, une place qui permet donc de restituer un emplacement de Aelia Capitolina avec donc un monument votif qui ne devait pas plaire du tout donc aux Juifs et qui peut en partie expliquer la révolte juive. Voilà, j'atteste aussi qu'ici, il y a un puits donc qu'on retrouve aujourd'hui dans les piscines, dans la voûte de la piscine de Lecce Homo. Mais je n'ai pas le temps de développer, donc puisqu'il me reste 5 minutes. Et donc, je voudrais terminer par le fait que si on étudie aussi le forum donc d'Aelia Capitolina, on y retrouve facilement une mesure vitruvienne au sens où il est 3 fois plus long que, au sens de 2 tiers, et du fait que si on le regarde son centre, comme par hasard, il est encore centré sur la roche du Dôme et sur le point haut du mont des Oliviers. Donc tout ça, ça m'a évidemment questionné. Et en regardant aussi de plus près les vestiges, donc tout à fait impressionnants de murs avec des pierres, avec des beaux blocs avec des marges de type hérodien qui se retrouvaient dans l'hospice russe. Donc vous avez à droite l'emplacement où se trouve l'hospice russe, le point rouge. Eh bien, en fait, vous retrouvez le fait qu'il y a un biais par rapport au Cardo Maximus. Donc là, évidemment, à quelle époque est-on? Ben, c'est toujours un problème. Il y en a qui prétendent que ce mur noir ici est bien daté de l'époque de Constantin, donc de la construction du Saint-Sépulcre. Mais en fait, je pense qu'il est beaucoup plus logique d'y voir les vestiges du Témenos, du temple construit par Hadrien. Pourquoi y avait-il un biais entre le Cardo et voyez, la dominante de tous les murs qui existent encore aujourd'hui? Ça, c'est un plan chic à gauche. Eh bien, du fait que le temple n'a pas été voulu par Hadrien parallèle au Cardo Maximus. Alors là se pose la question du pourquoi. Alors, je n'entre pas dans le détail du temple capitolin que j'avais voulu traiter, mais je n'ai pas le temps. Eh bien, parce qu'en fait, si on se place en regardant l'axe du temple, eh bien, on s'aperçoit qu'il correspond à l'axe, je vais vous montrer une photo, à l'axe nord de la plateforme informe sur lequel aujourd'hui est construite le Dôme de la Roche. Regardez donc ce monument qui est un monument on ne peut plus symétrique, où évidemment l'architecte a voulu une perfection de symétrie. Il est construit sur quelque chose qui n'a pas de forme. Il y a quelque chose d'illogique et une manière de se sortir de cette difficulté, c'est de penser que finalement la plateforme sur laquelle a été construite ce monument parfait, eh bien, est antérieure. Alors, elle n'a pas de forme, mais si on l'allonge un peu, eh bien, on y retrouve l'image, on y retrouve une forme d'un trapèze isocèle qui a des mesures romaines, donc 4 actus, 3 actus, hein, et qui donc en fait ici s'arrête à un endroit où il y a des vestiges parce que c'est une sorte de jardin et c'est la limite aujourd'hui de l'endroit à partir duquel où il y a des vestiges d'un mur, à partir duquel aujourd'hui c'est donc couvert par des dalles. Et donc en fait d'y voir les vestiges d'une plateforme que j'appelle une plateforme sacrée d'Adrien
avec une correspondance. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez ce trait rouge, c'est l'axe du temple capitolin. Il correspond à l'axe nord de la plateforme d'Adrien. Et donc, si vous prenez le trait jaune, donc avec les axes, etc., je passe un peu les détails, je n'ai pas eu le temps de vous expliquer, que vous regardez quel jour de l'année le soleil apparaît et quel est l'axe, enfin le jour de l'année dans lequel le soleil apparaît selon cet axe, eh bien évidemment il y a 2 dates, puisque ça tient du compte de chaque saison, mais il y a la date du 6 septembre. Et en fait, cet axe se maintient jusqu'au 13 septembre, qui correspond, comme vous savez sans doute, à la date de la dédicace du temple capitolin de Rome. Alors, vous savez qu'il y a une grosse discussion par rapport à savoir où était le temple capitolin à Jérusalem. Est-ce qu'il était du côté donc de l'esplanade ou est-ce qu'il était à l'emplacement du Saint-Sépulcre? Eh bien, moi, j'y vois un signe qui correspond donc, qui permet de confirmer ce que dit Saint Jérôme contre donc Cassius. Mais donc, en fait, vous avez cette direction et après, donc, si vous vous placez de l'autre côté, vous pouvez voir que donc ici, vous avez l'axe médian du forum qui arrive aussi à un endroit tout à fait particulier. Et donc, vous avez la média du trapèze isocèle qui arrive aussi à cet endroit. Et si vous prenez cet axe et que vous prenez sa perpendiculaire, vous pouvez aussi vous voir que le soleil se lève dans cet axe le 11 août, qui correspond au jour où le Sénat a reconnu l'accession au pouvoir d'Adrien. Et dès lors, donc, pour moi, ça me permet donc de supposer que Adrien avait sa statue équestre à cet endroit-là, dans un ordonnancement grandiose, vous voyez, qui passait au-dessus de la vallée du Tyropéon, se répondant, avec un temple capitolin d'un côté, donc Aelia Capitolina, hein, c'est le nom de la ville de la colonie romaine, et donc Aelia de l'autre côté, avec la statue d'Adrien, et donc d'une manière tout à fait grandiose. Et la plateforme sacrée grande aussi, dans le sens où, eh bien, s'il y avait une légion cantonnée à Jérusalem, il fallait que la légion puisse s'y installer. Et ça confirme aussi ce que les fouilles, je n'ai pas trop de temps d'en parler, ont pu montrer. Hein, vous savez que Shlomit Begdad-Dola s'est posé beaucoup de questions parce qu'elle est arrivée à la conclusion que l'arche de Wilson, qui est ici, en fait, a été doublée à l'époque d'Adrien. À une époque où tout le monde disait que finalement l'esplanade du temple était abandonnée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, si vous vous placez dans l'hypothèse où il y a donc d'un côté un temple capitolin et de l'autre côté une plateforme sacrée en l'honneur de l'empereur avec une statue impériale de l'empereur colossale, eh bien, vous comprenez qu'il faille avoir un axe de circulation important entre les 2 emplacements. Voilà. Et donc, en fait, ça permet de tenir que peut-être, voyez, alors ça serait plutôt à l'emplacement, vous voyez, du petit dôme de la chaîne que même aujourd'hui les musulmans sont incapables de justifier. Voilà, donc ils ne savent pas pourquoi il y a cet emplacement. Et en tout cas, bon, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais les escaliers correspondent à des axes qui voient bien. Et donc là, je fais une supposition, l'autel aurait été la roche sur la roche du dôme. Pourquoi pas? Voilà. Et donc, je crois que j'arrive au terme de ce que je voulais vous dire. J'ai dépassé peut-être d'1 minute ou 2 si on compte 1h30 par rapport au moment où j'ai commencé, je suis désolé. Vous voyez que si vous prenez les 2 axes dont je vous ai parlé, l'axe qui illumine le temple, et que vous prenez celui du 11 août, donc axe dans lequel le soleil, eh bien, on tombe sur le mont des Oliviers au même point où peut-être, c'est une hypothèse aussi que je fais, il y avait peut-être un amerque, si on peut dire, ou en tout cas un monument qui symbolisait l'endroit où le soleil apparaissait les jours en question. Mais les jours en question donc, pouvaient être, donc, durer sur plusieurs jours, donc intégrant évidemment des festivités. Hein, et je terminerai par le fait que le Saint-Sépulcre constantinien a été consacré le 13 septembre 335, oui c'est ça, donc comme par hasard, le jour de la dédicace du temple capitolin. Donc évidemment, il s'agissait sans doute, enfin c'est ma thèse, hein, qu'il s'agissait d'écraser, si je peux dire, 2 ou 3 siècles ou 2 siècles de culte capitolin, de culte jovien, donc à Jérusalem, par la nouvelle église consacrée au Christ. Voilà, je vous remercie.
et je suis à votre disposition pour des questions.